là disponible. Oui. On commence avec Virgile Régnier, c'est-à-dire votre arrière-grand-père à la 3e génération. Virgile Régnier, on le voit ici entouré de ses 5 garçons. Virgile, avec ses frères, c'est une famille qui est originaire de Sensey-le-Grand. Ils travaillent chez un marchand de vin, qui s'appelle Girardet d'ailleurs, et ils vont s'installer donc à Pierrefontaine-les-Varans. Et Virgile donc va ouvrir un négoce avec ses frères dans un premier temps, florissant à Pierrefontaine-les-Varans, et il va avoir effectivement 4 garçons et une fille, si je ne m'abuse, 5, mais il y en a un qui est mort très jeune, à quelques mois, le dernier. 6 garçons et une fille. Voilà. Ah oui, on a les 5 garçons là, les 5 garçons, et puis la jeune fille qui va être... c'est la seule qui va pas faire d'études, mais elle va à l'époque, les femmes, bon, mais elle va épouser un polytechnicien. Alors, les 4 garçons, mis à part Henri que l'on voit, qui est donc celui qui est à gauche, on est bien d'accord, le deuxième à gauche, sur la photo. Henri, il naît donc à Pierrefontaine-les-Varans, et très jeune, il va entrer dans l'entreprise de son père, où il va aller travailler, qui est marchand de vin, il va s'occuper du convoyage. Et sa vision stratégique, c'est justement de comprendre dès l'instant, dès le début du XIXe siècle, que le transport, ça va être fondamental dans la vie économique qui s'annonce. Et il va donc travailler quelque temps avec son père. Ses 4 autres frères, on peut en parler rapidement. Il y en a 2 qui font l'école de vétérinaire Maison Alfort, qui vont devenir vétérinaires militaires. Et les 2 autres, ils vont faire l'école centrale. Henri, donc, va entrer dans l'entreprise de son père et très rapidement, il va comprendre, d'abord, son père ne le paie pas, paraît-il. Il lui offre le gîte et le couvert. Et Henri, se dit à un moment donné, certainement, je suis en train de travailler pour mes frères et puis pour ma sœur. Donc, il va ouvrir une entreprise de transport, de camionnage à Belfort. Il n'y a pas de Jean de Belfort, j'espère, dans la salle, parce qu'il ne s'y plaît pas à Belfort. Et très rapidement, donc, il va s'installer à Besançon, où il va ouvrir une entreprise de camionnage 2 rue d'Anvers. Puis ensuite, il va apprendre, à ce moment-là, on est au tout début du 19e siècle, il va apprendre que une entreprise du 20e, il va apprendre qu'une entreprise de déménagement est à vendre. Une entreprise qui a pignon sur rue. C'est une entreprise réputée, et qui est installé déjà au Chapret, avenue Carnot. Voici Henri Régnier jeune. Vous voyez, prestance, le monde lui appartient. Et très rapidement, il va acheter en 1908 une auberge avec l'aide de son père qui s'appelle l'auberge de la Cloche. Alors, elle a eu d'autres noms auparavant. Et l'auberge de la Cloche, elle était installée rue de Belfort. Elle n'existe plus, bien sûr. Elle est là où il y a le parking du supermarché Casino à l'heure actuelle. Et donc, cette auberge de la Cloche, qui est un ancien relais de diligence, comprenait un terrain qui allait jusqu'à la rue des Deux Princesses, avait 2 écuries pour 20 chevaux chacun, c'est vous dire l'importance des écuries, plus du grenier à fourrage, les greniers à fourrage et les entrepôts. Donc, il y a également une maison ancienne du XVIIIe siècle dont Henri va faire le domicile familial, qui n'existe plus, qui va être rasé au moment de la construction du supermarché Casino. Et puis on verra tout à l'heure sur une autre photo qu'il y a aussi la villa de Jean Régnier, là où ces 4 enfants, naturellement, ont passé leur enfance et leur jeunesse. Là non plus, la villa n'existe plus, mais nous verrons où elle était située. On a là, vous voyez, l'entreprise de Henri Régnier, qui indique qu'il fait les déménagements, ancienne maison, picoche, garde-meubles, wagons capitanés et cadres de plus grande dimension, on va en reparler dans quelques instants, et vous voyez déjà la modernité, c'est-à-dire la voiture de déménagement qui est déjà sur une plateforme ferroviaire. Il va tout d'abord être le correspondant de la compagnie PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, pas Marseille comme on dit souvent. C'est-à-dire que la compagnie PLM souhaite offrir à ses clients, en matière de messagerie, un service complet, c'est-à-dire un service en amont et en aval ou en amont, de ce qu'il fait en matière de transport avec le train,
Et pour cela, ils agréent dans les différentes régions de France des correspondants officiels. C'est un titre très envié parce que cela génère naturellement un trafic relativement important. Et donc, Henri Régnier va être choisi en Franche-Comté pour être le correspondant PLM pour les messageries, pour les marchandises. Et inutile de vous dire que les marchandises, à cette époque, sont très nombreuses. On a retrouvé, par exemple, aux archives, une lettre que Henri Régnier adresse au préfet de l'époque pour lui dire « Attendez, monsieur le préfet, vous n'avez toujours pas répondu à ma demande. » Ça date de 1910, je crois. Voilà, moi j'ai un entrepôt dans lequel j'ai de l'alcool, j'ai du pétrole. Est-ce que j'ai des précautions particulières à prendre pour sécuriser ces stocks? Donc, il transporte des marchandises, du vin, de la farine, de l'alcool, le charbon. Il est le correspondant, c'est lui qui transporte le charbon pour l'usine à gaz, parce que vous savez que avant de produire du gaz, autrefois, eh bien c'était la combustion du charbon qui le produisait. Donc l'usine à gaz de Besançon était alimentée grâce au camionnage effectivement de la compagnie à ce moment-là, donc de Henri Régnier. Et puis, si on a parlé des déménagements, c'est très important parce que n'oubliez pas que Besançon est une ville de garnison. Or, à cette époque-là, beaucoup de militaires ont une mutation dans leur carrière dans nos belles colonies, en Afrique, en Asie. Et donc, Henri Régnier est obligé d'inventer, en quelque sorte, des moyens de déménagement extrêmement modernes. D'abord, il invente des cadres en bois, puis ensuite des cadres métalliques, c'est-à-dire l'ancêtre des conteneurs. Il avait donc bien cette vision stratégique que la famille décrit et qui va permettre à l'entreprise de se développer. Les PLM, fort satisfaits, la compagnie PLM, du travail d'Henri Régnier, viennent d'ouvrir en 1911 une route des Alpes, 700 km, assez mythique, qui rencontre un succès fantastique en autocar. Et ils veulent faire la même chose l'année suivante, en 1912, donc dans le Jura. Et ils demandent de développer à Henri Régnier la route du Jura, qui devient une route Besançon-Genève, par le col de la Faucille, qui va lancer en quelque sorte le début de l'activité des autocars. Au début, vous avez bien compris qu'on est dans les messageries, le camionnage, et petit à petit, donc, le trafic autocar va s'organiser, d'ailleurs, à la demande des PLM eux-mêmes, qui voyaient d'un très bon œil une correspondance autocar s'instaurer avec les gares PLM qui existaient en Franche-Comté. Donc voilà la première partie, et on a la chance d'avoir le témoignage d'un chauffeur, n'est-ce pas, Christian Giraud. C'est pas lui, parce que c'est un chauffeur qui témoigne en 1922. Vous voyez bien qu'il y a un anachronisme là. Donc Christian Giraud va nous lire le témoignage qui avait été fait à l'époque pour Monsieur Jean Régnier sur ses souvenirs de chauffeur. À vous, Christian. Alors c'est donc un petit extrait d'un témoignage de l'un des premiers chauffeurs des Monts Jura. Il s'agit de monsieur François-Xavier Grisot. 16 heures, un soir d'automne 1922, 50 rue de Belfort, avec le numéro 35. Ça c'est les numéros de parc. Mon bus sorti de la carrosserie voici quelques jours, tout en hauteur, carrosserie tout en bois qui gémit constamment. Dans les virages, si peu que la galerie soit chargée, il se coucherait, et il en faut tenir compte. Il passe tout juste sous la porte taillée. J'arrive au lieu de départ, en face de l'hôtel des Postes, 19 rue de la République. Les voyageurs attendent sur le trottoir, le temps de sortir mon échelle, et je monte une collection invraisemblable de colis sur la galerie, 2 petites tonnes, des cajots de légumes et fruits d'Espagne, le courrier, des sacs postaux, des pneus, des caisses de toutes sortes et une dizaine de vélos. Car on descend en ville à vélo, mais pour remonter, c'est plus pénible. Me voilà parti pour Charquemont. Derrière moi, Rapin charge pour Mèche. On se retrouvera à Belle-Herbe tout à l'heure. Le pauvre 35, déjà bien lourd à vide, monte péniblement en deuxième jusqu'à Mort, où il faut accrocher la première. C'est un Renault. Ce moteur trop faible était à circulation d'eau par thermosiphon. Nos radiateurs claquaient souvent en hiver. Vapeur en haut, glace en bas. Ce qui fait que malgré un radiateur énorme, il surchauffe en arrivant au trou loup. C'est une vraie locomotive. On m'apporte un seau d'eau. Les voyageurs descendent et boivent aussi un coup au café du Père Colin.
Et nous voilà repartis. Il est 5h30, la nuit tombe et le brouillard aussi. En ce temps-là, le passage de l'autobus était un événement dans les villages. Il se formait tout un attroupement de gens qui venaient voir, chercher leurs paquets, colporter des nouvelles. Après Sensé, nous voilà à Belherbe, sur le coup des 8 heures. On soupe chez Chopard. On retrouve Rapin, avec sa joyeuse nature, toujours la blague aux lèvres. Un vrai camarade, quoi. Une demi-heure après, il laisse son bus à Belherbe et monte à côté de moi avec Durin qu'il a récupéré à Vercelles. C'est compliqué, hein. Durin fait Vercelles-Beaune, avec un petit car découvert. Le pauvre. Les voyageurs sont obligés, quand il pleut, d'ouvrir leur parapluie, car la pluie les cingle malgré la capote. On arriva à Mèche. Il faut décharger le gros des colis. Les copains m'aident. On va boire un coup chez la mère Tatu. Et à 9h du soir, on démarre pour Charquemont. Là, je remise le car sous un toit à auvent. Le plus fatigant, c'est aussi de mettre en route au petit matin avec des températures de -20 et l'eau des radiateurs à moitié gelée malgré 50% d'alcool à brûler. J'ai vu mettre le feu dans les boîtes à vitesse après en avoir enlevé le couvercle, puis allumer de l'essence dans les bouchons crénelés où sont vissées les bougies pour les chauffer, brûler de la paille sous le pont arrière et tourner la manivelle à 2 pour lancer le moteur. Aucune comparaison avec les bus de tourisme où la vie était agréable. Casquette PLM, blouse grise toujours propre, des voitures en ordre, quelques petits cars Rocher-Schneider, mais aussi des Renault. Notre patron, M. Régnier, un homme de chez nous, un vrai franc-comtois, simple, bonhomme, n'allant jamais chercher la petite bête, jamais son franc-parler. Malgré ça, assez dur avec qui il fallait. Il connaissait son monde. Dis donc, Grisot, est-ce que tu t'arrêtes bien toutes les haltes? J'ai reçu des lettres des voyageurs. Il paraît que tu brûles les stations. Mais, monsieur Régnier, quand elles ne mettent pas le drapeau rouge, on ne s'arrête pas, comme convenu. Eh bien, même si le drapeau n'est pas là, tu t'arrêteras. Et puis, pour les haltes facultatives, ralentis et tu regardes un peu par là, au travers, s'il n'y a personne. Voilà alors. Monsieur Grisot se présente auprès d'Henri Régnier, puis monsieur Henri Régnier lui dit qu'est-ce qu'il y a? Bon, il lui dit c'est pour la paye. Hein. Bon. Puis il fait un signe à son chef comptable qui est dans le même bureau, un signe du menton. On verra ça. Puis maintenant, tu fais attention à tes colis, hein, ta messagerie, parce qu'il y en a qui se perdent. Donc le problème se réglait de cette façon-là, avec un coup de menton, et on repartait sur le travail. C'était effectivement une façon tout à fait particulière de gérer les entreprises à cette époque-là, n'est-ce pas? Ça laisse rêveur. Là, c'est très intéressant parce que vous voyez que est bien mise en avant la fonction messagerie et transport auto, donc des Montjura, qui est une activité qui va beaucoup se développer. Elle est datée 1er octobre 1919. Dès 1921, voilà ce qu'on peut lire dans le petit comptoir. Donc les actionnaires sont priés de venir toucher leurs dividendes. Et vous voyez que le siège social de la société est bien précisé, 19 rue de la République. C'est là que se faisaient tous les départs d'autocars. Avant l'autogare, on y reviendra ensuite. Voilà un des premiers autocars, 15 places, avec un coupé, comme vous le voyez. Vous voyez que sur la porte, à l'avant, il est bien marqué, non pas les Montjura, mais Henri Régnier, route du Jura, correspondance PLM. Les couleurs sont celles imposées par le PLM. Je crois que c'est celui-ci, oui d'ailleurs on les aperçoit au-dessus, qui avait des banquettes rouges. Alors il y a une capote, donc c'est un petit peu la même punition que tout à l'heure. Lorsqu'il pleuvait, on tirait la capote, mais l'eau réussissait parfois à pénétrer sur le côté. Et il paraît que les banquettes rouges en cuir rouge déteignaient, et les voyageurs, donc, avaient quelques souvenirs de leur voyage. Voici encore une autre, donc, qui vous montre ce fameux développement des Montjura. Alors, il y a deux caractéristiques techniques à noter. Premièrement, les gros phares à acétylène qui sont devant. Et puis derrière, une malle. Vous voyez, on avait quand même progressé parce que, naturellement, regardez combien ils sont. On ne pouvait pas entasser tellement de bagages.
Voici encore deux autres spécimens. Donc là, on arrive à un carrossage un petit peu plus intéressant. Alors, ce que l'on sait, on n'a pas pu identifier exactement l'endroit où c'était, mais Henri Régnier avait donc un atelier de carrossage, d'abord en bois, comme nous l'expliquait Christian Giraud hier à Radio France Bleu, et puis ensuite en métal. À l'époque, on achetait le châssis, le moteur, et après, le client la carrossait tel qu'il l'entendait. Donc c'est pour ça qu'on a ce type, effectivement, de carrosserie. Mais vous voyez qu'il y a aussi une route du littoral, c'est-à-dire que très rapidement, on va demander, toujours les PLM, vont demander au Mont Jura, à Henri Régnier, parce que vous voyez que soudain on est passé messagerie des Monts Jura, sur la voiture en bas. Donc on est après 1919. Et donc ils vont avoir une route qui va se développer, effectivement. Vous avez le fameux bureau de ville du 19 rue de la République. Vous le voyez, avec la route du Jura et effectivement là, le littoral PLM. Juste sur cette photo, on voit des numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui. Ce sont les 8 premiers actionnaires de la société. Mon grand-père avait apporté un certain volume de capital et il trouve 8 personnes à Besançon, c'est comme les start-up aujourd'hui, rien n'a changé, qui apportent de l'argent pour financer le développement. Aujourd'hui, alors il avait sûrement eu les banques qui avaient apporté, et il a ces 8 personnes. Et dans ces personnes-là, les noms sont inscrits à l'extérieur, en bas de la photo. Il y a un monsieur Burdin, pour les anciens de Besançon, de Burdin-Bosser. Il y a un monsieur Siffer. C'est quand même important de savoir que c'est ces 8 personnes, en plus du capital qu'a apporté mon grand-père, qui a permis de démarrer cette société anonyme, avec donc déjà 9 actionnaires, si on peut dire, mon grand-père et 8 autres. C'est à Pontarlier. On n'a plus l'autobus avec les traves, mais on a quand même devant, là, un chasse-neige derrière un tracteur. Alors, on va maintenant aborder, effectivement, Henri Régnier, maire. Alors, en 1936, il y a des élections municipales, comme dans toute la France, et à cette époque, ce sont les radicaux qui tiennent la ville, qui sont élus. C'est-à-dire Henri Bugnier, qui est un avocat, qui n'est pas originaire de Franche-Comté, mais qui va très rapidement, après avoir été conseiller municipal, être élu maire à la mort je crois, de monsieur Siffer, d'ailleurs. Et Henri Bugnier va se trouver, au moment de la Seconde Guerre mondiale, prolongé dans son mandat de maire, puisqu'on n'organise pas des élections, du fait des événements, de l'occupation allemande. Il va être d'ailleurs confirmé par le régime de Vichy dans son rôle de maire, et il va tenir son mandat, vaille que vaille, jusqu'en 1944. 1944, 8 septembre, la Libération. Le comité local de la Libération dépose en quelque sorte M. Bugnier. Il a été maire pendant l'occupation. On n'en veut plus. Et on nomme, à titre provisoire, un médecin qui s'appelle le docteur Maître, un maire fort discret, je dois dire, le docteur Maître, puisqu'il n'est resté que quelques mois. Des élections municipales sont programmées en 1945. Jean Mingeot les emporte avec une coalition socialiste et communiste et devient maire de 1945 jusqu'en 1947. En 1947, il y a une nouvelle constitution, il y a de nouvelles règles pour élire effectivement les conseils municipaux, donc il y a de nouvelles élections. Et on assiste à une coalition assez improbable, conduite par Henri Bugnier, qui réapparaît, qui entre-temps a adhéré au Rassemblement du peuple français, le parti du général de Gaulle, que le général de Gaulle a créé. Et il y a une coalition qui se fait entre les anciens radicaux et le Rassemblement du peuple français. Et à la surprise générale, il gagne la majorité de la ville contre Jean Mingeot, mais pour un siège. Ça s'est joué à un siège. Et Henri Régnier devient le premier adjoint. Henri Régnier, qui est membre du parti gaulliste du Rassemblement du peuple français, devient le premier adjoint au maire. Malheureusement, Henri Bugnier décède brutalement d'une sale maladie en région parisienne. Élection du maire. Et à ce moment-là, c'est M. Henri Régnier qui est élu. M. Régnier est élu maire de Besançon. Donc, nous sommes en 1950, au mois de juillet, après la mort de Henri Bugnier. Vous voyez, par 14 voix, 8 abstentions sur 34 votants. Vous voyez combien la majorité dont il disposait était fragile. Mais c'était suffisant, effectivement, pour se faire élire. Dès le début du mandat d'Henri Régnier, éclate une affaire. Elle éclate au conseil municipal d'avril 1951.
Il y a donc 1 an qu'il est en poste de maire. Et il est accusé, en quelque sorte, Henri Régnier, de conflit d'intérêts, parce qu'il y aurait quelqu'un, une sorte de magouilleur, qui serait venu de Paris pour indiquer qu'il se faisait fort d'obtenir l'ouverture continuelle du casino, qui ne pouvait, à ce moment-là, n'être ouvert que pendant la saison thermale, qui existait du printemps jusqu'à l'automne. Et donc, il disait, c'était Greffin, je crois, qu'il se faisait fort d'obtenir l'ouverture du casino. Alors, l'affaire éclate au conseil municipal, il est mis en accusation, Henri Régnier, il se défend comme il peut, parce qu'il est aussi administrateur de la compagnie thermale. Dans le comptoir de l'époque, les conseillers municipaux socialistes signent un éditorial en disant « Monsieur Régnier n'a pas voulu d'une commission d'enquête, il est resté droit dans ses bottes en disant « Je n'ai rien à me reprocher, donc la parole est désormais à la justice ». Et alors, qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien, parce que finalement, il n'y a pas de réunion du conseil municipal entre celle du mois d'avril et jusqu'au 2 juillet 1951, où là, on reprend les réunions du conseil municipal comme si rien n'était, comme si l'affaire n'avait jamais existé, où Jean Mingeot, qui est le chef de l'opposition à l'époque, et Henri Régnier se congratulent, font assaut de courtoisie. Et donc là, il y a un mystère pour les historiens, s'il y en a dans la salle, qui veulent se pencher sur la question, à lever. En tout cas, Henri Régnier était effectivement blanchi de toute affaire, de toute accusation, donc, et il a pu terminer son mandat, qui se termine donc en 1953. En 1953, il se représente aux élections à la tête d'une nouvelle coalition, et là, c'est Jean Mingeot qui reprend la main et qui bat la coalition d'Henri Régnier à 1 siège près. Mais il va rester, Jean Mingeot, pendant 27 ans, je crois, ou 24 ans, maire de Besançon, 24 ans. Voilà. À la fin de son mandat, Henri Régnier a l'idée de dire, voilà, on va publier notre gestion municipale. Ça laisse un peu rêveur, n'est-ce pas, monsieur le maire, Jean-Louis Fousseret, la façon dont on faisait à l'époque le bilan, vous voyez, avec des moyens très modestes, avec des pages de publicité qui payent l'intérieur. Donc, il dresse le bilan de 6 ans de gestion municipale, un bilan vraiment juste, pondéré, etc. Et puis à la fin, il dit, voilà, si nous sommes réélus, voici quel est mon projet. Et moi, j'ai regardé un peu le projet. À l'époque, ce qui frappe, c'est la modestie des maires de l'époque. Ils disent, Henri Régnier dit, je propose, on vient de créer un office HLM, je propose qu'on construise 500 logements par an, ce qui est peu, hein, effectivement. N'oubliez pas qu'on est dans cette époque où il y a une crise du logement terrible après la guerre à Besançon, qu'il manque des logements, qu'il y a énormément de gens mal logés. Bon, il se trouve que le sort des urnes a fait qu'il n'est plus élu, donc il sera un conseiller municipal dans l'opposition pendant 6 ans, entretenant les meilleurs rapports du monde qui soient avec Jean Mingeot, une opposition courtoise, et il terminera son mandat, effectivement, en 59, sur ses entrefaits. Et vous voyez, entre-temps, il est devenu, dès 1956, et ce pendant 9 ans, ce qui est un long mandat pour un président de la Chambre de commerce et d'industrie du Doubs, il va devenir donc président de la Chambre de commerce et d'industrie du Doubs. Le voici à son bureau de la rue Charles-Naudier, en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie. Là, alors, le voici, je pense qu'il est en train d'inaugurer les locaux, justement, qu'il a fait réaménager de la rue Charles-Naudier. Au premier plan, coupe le ruban sur la tête d'un secrétaire d'État au commerce qu'on n'a pas pu identifier. On aperçoit derrière, de profil, Jean Mingeot, sur la droite, avec ses lunettes, et le préfet avec sa casquette, que l'on reconnaît bien. Hein. Alors, il y a un témoignage relativement intéressant, donc, de monsieur Pierre Lagrange, que nous avons repris, qui est quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans avec le président Régnier, comme il disait. Et voilà ce qu'il écrit. « J'imagine que tous ceux qui ont été accueillis dans son vaste bureau de l'autogare ont éprouvé, comme moi, cette impression étrange, peu commune, d'une maîtrise tranquille, sûre de ce personnage, solidement campé dans son fauteuil de président, aux multiples fonctions de chef. J'ai retenu cette première leçon, rien de bon, rien de constructif ne s'élabore dans la précipitation, l'excitation, le débordement. Voilà un mot qui revient souvent dans la conversation de nos contemporains, je suis débordé. Jamais je ne l'ai entendu ou deviné chez Henri Régnier.
le président Régnier de la Chambre de commerce et d'industrie s'est pas contenté effectivement de cette fonction-là. Il a été aussi président du Festival international de musique, président de la Foire Comtoise. Je crois que vous nous raconterez tout à l'heure un souvenir que vous avez de votre grand-père à la Foire Comtoise. Voilà. Lorsqu'il meurt en 1959, naturellement, la presse en rend compte. Il était chevalier, bien sûr, de la Légion d'honneur. 1 millier de francs-comtois ont rendu un dernier hommage à Henri Régnier. Et voici la tombe qu'il a, la tombe imposante, importante, qu'il a au cimetière des Chaprais. Et vous voyez, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le tombeau familial, il est au nom de Virgile. Et si l'on veut trouver le nom d'Henri Régnier, il faut aller sur le côté droit de la tombe. Il est tout au fond sur le côté droit, aux côtés de tous les membres de la famille Régnier. Bien sûr, il y a les palmes de la Légion d'honneur que d'autres membres de sa famille ont obtenues. Tu passes le micro donc à nos amis tout d'abord de la famille Régnier. Quel souvenir avez-vous de votre grand-père? Alors, Marie-Aline Brochet-Régnier. Ouais, je trouve que vous l'avez très bien décrit, mon grand-père, dans sa vie publique. Mais c'était également un grand-père attentif et je déjeunais avec mon cousin Charles. Et nous avions le même souvenir. Voyez-vous, quand on venait le voir dans son grand bureau à l'autogare, qui était un bureau en boiserie, il ouvrait son placard et il nous sortait des petits chocolats Frigor. Un seul. Un seul. Un seul. Un seul. Oui, il faut un seul. Pas exagéré, hein. Question d'en avoir deux. Hein. Alors ça, c'est aussi le souvenir du grand-père, mais moi j'ai également un souvenir, c'est celui de ce cigare. Mon grand-père était un grand fumeur de cigares. Et on ne le voit jamais en photo avec son cigare, mais j'ai vraiment le souvenir de son cigare quand il était à l'autogare. Voilà. Quand vous êtes allé inaugurer avec votre grand-père une foire comtoise. Oui, alors oui, je devais avoir, je pense, 6, 7, 8 ans peut-être, et il inaugure la foire comtoise et il me dit, est-ce que tu veux venir avec moi? Alors je dis, bien évidemment, j'y vais. Et alors, je comprenais rien à ce qui se passait, bien évidemment, sinon je suivais, j'avais peut-être 6 ans. Et je voyais mon grand-père qui marchait avec les 2 mains dans le dos et qui saluait tout le monde. Alors moi, je m'étais mis à côté et je marchais avec les 2 mains dans le dos comme lui. Et on est passé comme ça, j'ai un souvenir de ça, je me disais, bon, il faut que je marche avec les 2 mains dans le dos, sinon je vais pas avoir l'air de quelqu'un de sérieux. Antoine Dufay. Juste une petite anecdote à propos de monsieur Henri Régnier que je n'ai pas connu. J'ai dû le voir une fois, mais j'étais enfant. Enfin bon. Simplement, je me souviens qu'il avait une ferme à Pierrefontaine-les-Varans, à Vautran précisément, pour nourrir les chevaux des Montjura, ou tout au moins des transports Henri Régnier. Des tout premiers transports. Oui. Tout premier transport. Avant même qu'il y ait des moteurs explosion, il fallait des moteurs à crottin, comme on disait à ce moment-là. Et cette ferme, un jour, elle est devenue obsolète, puisque moteur essence, diesel, je sais pas quoi. Et donc la ferme a été boisée. Jean Régnier, donc le papa des 4 enfants Régnier qui sont ici présents, je rappelle, Marie-Aline, Philippe, Sylvain et Jérôme, donc que eux-mêmes ont qualifié d'opérationnel. C'est-à-dire que si effectivement Henri a cette vision stratégique, Jean lui va s'attacher à consolider effectivement l'entreprise. On a oublié de dire que Jean Régnier, il est obligé d'entrer à 18 ans dans l'entreprise de Henri, parce qu'Henri est gravement malade. Vous m'avez dit qu'il avait été absent pendant 4 ou 5 mois. C'est cet autogare extrêmement moderne qui date 1939. Il est inauguré le 28 mars. Très curieusement, et dans le Petit Comtois de l'époque, et dans l'Éclair Comtois, le journal de l'opposition, là, il y en avait un de gauche, réputé de gauche, et l'autre de droite, il n'y a pas d'article sur l'inauguration de l'autogare. C'est l'intérieur qui était très art déco, hein. Il y avait même une fresque qui a disparu. La seule trace dont on est sûr, qui corrobore la date que vous avez donnée, Marie-Aline Brochet-Régnier, c'est, vous voyez, paru dans le Petit Comtois, cette annonce, autobus. Tous les départs arrivés se feront à l'autogare 9 rue Proudhon à partir du 31 mars 1939. Dans l'Éclair Comtois, vous voyez, du 31 mars 1939. Et ce qu'il y a de quand même d'intéressant, c'est que dès le départ, il y a cette ouverture à cette notion de buffet-bar. Vous voyez, on dit c'est ouvert dès 5h30, avec des petits déjeuners, des prix modérés, des produits de qualité. On parle pas encore de produits du terroir, mais on y est, quoi. Hein. C'était déjà assez prémonitoire.
Voici à la même époque donc une publicité parue dans la revue des Monts Jura qui vous fait bien l'état de la situation, effectivement, qui est bien installée maintenant 9 rue Proudhon, avec les lignes d'autobus, les autocars SNCF, les services journaliers, les billets circulaires Besançon, Lausanne, Ouchy, etc. Les nombreuses excursions au départ de Besançon, permettant la visite de tous les lieux intéressants de Franche-Comté. Les excursions journalières, la location de cars pour les sociétés, toujours le déménagement, les garde-meubles, mais vous voyez que c'est plus l'activité dominante, tout transport, et puis toutes les excursions en autocar. Et ce qu'on sait moins, c'est la dernière ligne, les transports sanitaires. Il y a eu effectivement des ambulances Montjura. Non, pendant qu'on est dans les publicités, j'ai en mémoire, dans les cinémas byzantins, dans les années 50-60 plutôt, il y avait une publicité audio pour les Monts Jura. Plus de soucis, plus de tracas, les Monts Jura sont là. Ah, Après, voilà. il faudrait la chanter. Alors, il y a manqué un C'était petit sur bout. l'air des montagnards, d'accord. Plus de soucis, plus de tracas, les Monts Jura sont là. Attendez, donnez la parole à Sylvain. Je suis trop jeune pour m'en le souvenir. déménagement, principalement, on voyait des meubles qui se déplaçaient tout seuls, et c'est là où arrivait la fameuse chanson « Plus de soucis, Plus de tracas, les Monts Jura sont là ». Voilà. On a fait beaucoup de publicité à cette époque pour ce buffet bar de l'autogare. Sa carte, son plat du jour, 11 francs, son repas, 14 francs. Ça laisse rêveur, et vous avez le numéro de téléphone à côté. Et là, on a cet article de l'Est républicain de 1978, où on vous annonce buffet de l'autogare vers le self-service. Et regardez bien, ils disent pas self-service. On reste franc-comtois, libre service, s'il vous plaît. C'était l'Est républicain qui avait trouvé la connotation extrêmement intéressante. Mais là, c'est une photo de Bernard Faye, l'ancien photographe de l'Est républicain, qu'on peut retrouver sur le site Mémoire vive de la ville de Besançon. Vous avez donc la construction en interne de l'autogare. Ce que c'est à l'heure actuelle, c'est pas encore terminé. Et ça, on est 2005-2007. C'est un Sorère. Et il y en avait une quinzaine, je crois, au Mont-Jura de Sorère. Hein. Il est devant un local qu'on appelait les électriques, parce qu'on livrait intramuros Besançon avec des véhicules électriques qu'on allait chercher une fois qu'ils étaient en panne d'électricité avec des véhicules thermiques. Mais ça, c'est rue de Belfort, à l'endroit où on chargeait les véhicules. Alors, ce logo qui a été créé dans les années 1930 est très intéressant parce que vous voyez comment se positionnent les Monts Jura. On a l'autocar en premier, mais c'est aussi, on a toutes les messageries, c'est-à-dire les Monts Jura par le train, sur terre, mais aussi sur mer et aussi par avion. C'est un rocher Schneider. C'est une photo de mars 1943. Inutile de vous dire que quand la guerre éclate, quand les Allemands arrivent à Besançon le 17 juin 1940, les autocars Montjura avaient déjà été en partie réquisitionnés par l'armée française, mais là, les Allemands s'emparent de la moitié de la flotte des autocars, 75 sur 150. Ils les réquisitionnent et, naturellement, Jean Régnier, comme son père, ne voit plus rien. Les autocars sont au service de l'armée allemande. D'ailleurs, ils sont tellement au service de l'armée allemande que Philippe, vous me disiez l'autre jour que vous avez l'anecdote, vous allez la raconter, celle de cet autocar qui était perdu au fin fond de la France. Oui, alors mon père m'avait raconté que il était obligé d'aller chercher des autocars parce qu'il y avait le numéro de téléphone, bien sûr, et on lui téléphonait en lui disant il y a un autocar de chez vous qui est dans la cour. Alors c'était, je me rappelle, c'était à côté de Paris ou c'était dans le nord de la France. Les Allemands l'avaient pris. Une fois que le carburant était consommé, ils le laissaient là et débrouille-toi pour venir le chercher. Et mon père partait alors avec une Simca 5 de l'époque. Vous voyez ce que c'est qu'une Simca 5 pour traverser la France, aller récupérer le car et revenir derrière le car parce qu'il y avait un chauffeur qui conduisait. Il n'y avait pas de train, tout était compliqué. Mais il fallait récupérer impérativement le matériel, sinon quelqu'un d'autre allait le prendre. Donc il me disait, on était appelés, on partait dans l'heure qui suivait. Il fallait vite récupérer le car. On disait aux gars, occupez-vous-en, on arrive dans une journée ou 2 jours, le temps d'arriver là-bas. Alors donc, ces autocars sont réquisitionnés. Les Monts Jura, quand même, conservent 12 lignes avec beaucoup de difficultés.
Parce que si Jean est mobilisé, très rapidement on le démobilise parce qu'à la demande des services de l'État et de la préfecture, il faut assurer quand même des transports à minima, puis le transport des marchandises, parce que le ravitaillement est fondamental. Et donc, il va agir sous les ordres d'un capitaine allemand qui s'appelle Sturm, qui a la maîtrise à la fois sur la délivrance des bons de carburant avant que ne soient transformés les autocars avec les fameux gazogènes dans les ateliers des Montjura. Et Sturm délivre également les laissez-passer. Vous allez voir, c'est très intéressant. Parce que, effectivement, en 1941, donc, il va être obligé d'acheter un certain nombre d'autocars aux Allemands. Et nous avons le témoignage de réunions secrètes qui se déroulaient en zone libre à Lyon des transporteurs français. Jean Régnier se rend à cette réunion, il est en retard, c'est la chance de sa vie, parce que dans les escaliers, il aperçoit des bottes et il s'enfuit. Les autres membres qui étaient à l'heure venaient d'être arrêtés par la Gestapo. Comme son nom était connu, on l'arrête à Besançon. Il a une fausse identité. Il réussit à jouer le jeu de la fausse identité et il avait dérobé dans le bureau du capitaine Sturm, allemand, un laissez-passer vierge qui va lui servir ensuite pour s'enfuir. Les actes de résistance, effectivement, que l'on peut porter au crédit des Montjura sont de plusieurs ordres. Premièrement, Jean Régnier va héberger Jacques Weymann, vous savez, le grand résistant, qui était à l'époque recherché. Il va y avoir également cet épisode extrêmement célèbre. On ne peut pas s'attarder sur toutes les anecdotes, mais il y en a une qui vaut également, je crois, son pesant. C'est celle de ce chauffeur Grisot. Je ne sais pas si c'est le même, je ne pense pas, 1922. Ça doit être la même famille. Comment ? C'est le cousin. Merci. Merci pour cette précision. Le cousin Grisot, il est en service d'autocar dans le Haut-Doubs. Il voit un bombardier américain qui est abattu. Il voit les 6 parachutes de l'équipage qui flottent dans le ciel. Il s'arrête. Il dit aux passagers, vous descendez. Il va avec son autocar récupérer les 6 parachutistes allemands. Il les conduit vers la frontière suisse. Comment ? Américain, pardon, oui. Américain, bien sûr. Il les conduit vers la frontière suisse. Il revient. Il recherche ses voyageurs. Personne ne l'a dénoncé. Cette photo, elle est prise à Gex, dans l'Ain. C'est en mars 43. Ici, ce ne sont pas des voyageurs comme les autres qui sont là, qui attendent l'autocar. Ce sont les jeunes qui sont réquisitionnés pour le STO. Naturellement, le STO qui a été édicté par le régime de Vichy dès septembre 1942, et qui va alimenter d'ailleurs les maquis. Et là, les autocars des Montjura sont réquisitionnés pour ce travail-là. Et ça ne se voit pas beaucoup sur la photo, on croirait, mais les familles accompagnent leurs jeunes. Donc on croirait que c'est un départ, en quelque sorte, en voyage. On vous a dit que les Montjura, effectivement, ont un rôle dans le domaine des messageries, du fret maritime, aérien, aussi bien terrestre, très important. Et bien là, vous avez le triporteur dont tous les enfants Régnier se souviennent pour avoir joué avec, ce que ça ne valait certainement pas son conducteur lorsqu'il était à l'arrêt. C'est pour le fret de la compagnie aérienne KLM. Vous voyez, on voit bien le logo au devant des Montjura. Et là, vous avez un dénommé Jean-Marie Giraud, qui est le papa de Christian Giraud ici présent. Jean-Marie a 34 ans de présence au Montjura, son fils 37 ans. Alors là, vous avez un autre autocar, on bondit dans les années 50, c'est lorsqu'il ouvre la ligne Marseille-Gênes. Et vous voyez bien, toujours le logo sur le côté des Montjura. Oui, oui, vous voyez, on voit, la galerie est à l'arrière, mais devant il y a une capote qui se replie. Et je me rappelle, étant gamin, être monté dans ces cars-là, et on bricolait dedans avec mon frère, on se faisait engueuler par les chauffeurs, mais voilà, c'est la capote s'ouvrait dès qu'il faisait chaud. Avant, c'est qu'il y avait des concours d'élégance d'autocars, sachant que les autocars étaient carrossés à la demande par des carrossiers, donc Angloff, qui faisaient... Pas la bière, hein. Non, pas la bière, mais qui carrossaient aussi les Bugatti. Et donc, les cars étaient présentés à Nice, où il y avait des concours d'élégance, des carrosseries d'autocars. On est en 1957, lorsque les Montjura se dotent de cette installation extrêmement moderne, 1957, d'auto-nettoyage des cars, d'un fabricant italien qui s'appelle, je crois, Emmanuel d'ailleurs. Hein. Dans les années 50, on a quelque chose d'assez extraordinaire qu'inventent les Montjura. Les Montjura lancent, pour populariser les voyages en autocar,
dès les années 50, ces excursions populaires. 500 francs anciens, avec, selon les années, entre 24 et 36 autocars affrétés. Ils faisaient un ramassage dans toute la Franche-Comté. Et vous voyez là, la pancarte au devant, attention convoi 36 cars. J'imagine les automobilistes qui se trouvaient derrière les 36 cars, n'est-ce pas? C'était une période assez fantastique parce que, n'oublions pas que dans les années 50, les moyens de déplacement individuel, est-ce que vous vous souvenez que, par exemple, quand on commandait une 4 chevaux, fallait l'attendre jusqu'à 2 ans dans ces années-là. Et donc, les moyens de transport individuel étaient peu nombreux. Et c'était, pour certains, la sortie de l'année, à très bas coût. Ça a été ensuite doublé, m'a expliqué Marie-Hélène Brochet-Régnier, de voyage surprise. C'est-à-dire que on connaissait pas la destination. Les gens, ils avaient un voyage, et puis ils découvraient la destination à l'arrivée. Vous voyez, c'était quand même des idées assez novatrices pour l'époque, et c'est vrai que beaucoup se souviennent, peut-être, tout à l'heure on entendra les témoignages dans la salle de gens qui se souviennent avoir accompagné leurs parents, qui sait. Vous voyez, il y a un disque en dessous du phare. Alors, Oui. vous avez un disque, et ce disque avait différentes couleurs. Ce disque précisait le statut juridique du transport en cours. C'est-à-dire que si c'était une excursion, il y avait un disque de cette couleur-là. Mais si c'était un régulier, il y avait un disque d'une autre couleur. Donc on va entrer dans la dernière ligne des gammes, effectivement, des autocars des Monts Jura, avec la couleur bleue caractéristique. Le S53, Monsieur Giraud peut être beaucoup plus précis, le connaît par cœur. Ça fait la fortune des Monts Jura parce que c'était un véhicule qui faisait 140 chevaux, je crois, quelque chose comme ça, avec un moteur de 7 litres de cylindrée et des chemises humides. Alors les chemises humides, c'était des chemises qu'on pouvait enlever, c'est-à-dire la partie qui est autour du piston et qu'on réalisait. Et 24 heures sur 24, il y avait des machines, ou 18 heures sur 24, qui réalisaient ces chemises pour qu'elles deviennent rondes et qu'il y ait de nouveau de la compression, pour un diesel c'est essentiel, et que le moteur puisse repartir pour faire un tour. Et les véhicules étaient avec une maintenance extrêmement lourde, toutes les 40, 45 000 km, 60 000 km, il fallait faire des interventions de maintenance extrêmement lourdes sur ces points-là. Et ça, c'était vraiment le cœur de métier, c'était de gérer l'usure de ces véhicules jusqu'à ce que dans les années 80, où il y a eu vraiment des progrès techniques extraordinaires. Mais avant, c'était très 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 technique pour maîtriser ces véhicules-là. Et c'était réalisé dans les garages Monts Jura. Ah oui, oui, il y avait 33 compagnons. Oui, les 53, des véhicules qui étaient économiques aussi au niveau gasoil. Ce que je connaissais, c'était les coûts. Et je peux... Il a analysé les coûts, oui, on y reviendra. Je connaissais les coûts, mais je peux vous dire que le S53, de mémoire, mais je crois que M. Giraud va être beaucoup plus précis que moi, mais c'était 1 franc 43 du kilomètre dans les années 80. Ça, c'est le véhicule amiral, je crois. C'était le Mercedes avec une nouvelle couleur. S53. Ah, c'est un Renault, pardon. Oh là là. Oh là 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 là. Et ça a été les premiers véhicules. On achetait les châssis donc en Espagne, on montait les moteurs Saviem dedans, et c'était des Irizar qui étaient beaucoup moins coûteux que les Renault qui sortaient à l'époque. Mais ça vieillissait très mal. Et ça vieillissait très très mal. D'ailleurs, on en avait 2, et puis je crois qu'on n'a jamais refait d'autres. Et les chauffeurs les avaient appelés les glouglous. Les glouglous, parce que où ça consommait beaucoup, ça devait faire un bruit d'eau, mais tout le monde appelait ça les glouglous. Vous parliez de la famille Grisot. Donc là, vous avez à droite Michel Grisot. Michel Grisot qui était Tout à droite. un fils et petit-fils de l'histoire de ce que Christian a raconté tout à l'heure. Merci. Non, rapidement, j'interviens parce que je disais à ma droite que j'avais reconnu mon oncle. Et mon oncle, c'était Michel Grisot. Et mon père, Roger Saint-Gier, a travaillé 40 ans, j'en parlais tout à l'heure, avec un des membres de la famille. Et Michel Grisot était marié, enfin bref, avec la sœur de ma mère. Et donc, il y avait un lien direct entre Saint-Gier et Grisot par rapport à ça. Je suis très ému de retrouver, au-delà de toute l'émotion, de plein d'images que j'ai vues, dont je parlais tout à l'heure, mon oncle là, dans cette photo, et la redécouverte de tout ça. Voilà. Je ne monopolise pas la parole, mais je suis vraiment très touché. Merci. Monsieur Saint-Gier, on s'en souvient très bien. Bien. Parce que c'était le contrôleur. Voilà. Des Monts Jura fermés en 68. Vous voyez que vous avez un passager désespéré qui regarde les horaires qui sont bien affichés. On voit aucun autocar derrière. Bon, toutes les entreprises étaient fermées à Besançon, la plupart, quoi. Pour revenir sur Monsieur Saint-Gier, qui est une personne quand même extraordinaire, parce qu'il remplaçait tout le monde. Il faisait le contrôleur,
Il faisait les remplacements pendant l'été des chefs de centre qui étaient en vacances. Il faisait l'animation des voyages surprises et des voyages troisième âge, des goûters troisième âge, et c'était un chanteur d'opérette remarquable qui faisait chanter et danser l'ensemble du public. Et c'était extraordinaire. Monsieur Singer, c'était quand même quelqu'un d'exceptionnel. Alors, on entre dans les années 70 et on a cet article de l'Est républicain qui nous dit que on est à la fin des années 70, je crois que c'est 78, le transport des voyageurs par autocar à la recherche d'un second souffle, développement de la voiture individuelle, changement effectivement dans la législation sur les autobus et les autocars. On a une période difficile que va connaître effectivement les Monts-Jura. Jean Régnier, qui est photographié là dans le bureau, je crois, du directeur de Keolis, si je ne m'abuse, peu de temps d'ailleurs avant la date de son décès, puisque cette photo doit dater de 2009. Je vais appeler toute la famille Régnier, s'il vous plaît, à venir s'installer ici. Alors, vous mettez pas côte à côte, vous alternez avec les chauffeurs. Et les 4 représentants de l'amicale des retraités et des chauffeurs des Monts-Jura de Keolis, venez prendre place de façon à ce qu'on puisse encore échanger avant de passer, effectivement, on est dans les temps, à la 3e génération. Et je crois que vous êtes la dernière à être entrée dans la Société des Monts-Jura. Vous pouvez nous dire quelle a été votre formation et quand est-ce que vous êtes entrée dans les Monts-Jura et pourquoi faire? Assez rapidement, bien sûr. En fait, je travaillais au conseil régional comme chargée de mission sur la formation professionnelle. Comme formation, je suis diplômée de l'IEP de Paris. Et après le décès d'Edgar Faure, j'ai eu envie de comprendre l'entreprise et de la connaître. Donc j'ai au départ timidement pris un congé de 2 ans pour entrer dans l'entreprise. Et puis je me suis prise au jeu et j'y suis restée. Alors je me suis occupée tout d'abord de l'immobilier. Et ceux qui sont de Montbéliard sauront que j'ai vendu les installations le long de la Lande non sans peine à Montbéliard pour refaire le centre de Montbéliard, celui de Vesoul, celui de Pontarlier. Et puis, à un certain moment, on m'a proposé de m'occuper du tourisme. Et donc, c'est un métier passionnant, très prenant, très dangereux. Et je me suis occupée du tourisme à partir des années, je sais plus. 90, je crois. 90, c'est ça. En succession de Philippe, mais avec l'appui de Philippe, et étant intégré à l'époque dans toute la partie autocar. Madame Emmanuelle Maître, vous allez nous dire quand est-ce que vous êtes entrée dans la Société des Monts-Jura et après quel parcours, s'il vous plaît. Bien, en fait, je suis entrée au départ pour un CDD de 11 mois et j'y suis restée 20 ans. Je suis entrée en 1993 comme assistante du DRH en place et au départ de Claude Nicot en 2000, il avait 60 ans tout juste. Son poste m'a été proposé et je l'ai repris encore pendant 13 ans. Mais Sylvain, si j'ai bien compris, vous n'étiez pas du tout destiné à entrer dans la Société Monts-Jura. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement votre parcours? Bon, alors, ça va être un peu compliqué. Mais bon, j'ai fait l'École nationale supérieure des techniques du cinéma. J'ai été caméraman et j'étais spécialisé dans les prises de vue sous-marines. Donc, j'étais moniteur de plongée. Et puis, mais j'avais gardé de Montjura l'amour de la mécanique et de tous les gens qui m'ont formé, qui s'appelaient Melou, qui s'appelait Fouillot, et puis mon maître à penser qui s'appelait Dornier. Et j'ai toujours gardé un immense attachement à ces gens-là qui m'ont appris la mécanique. Et puis j'ai découvert le monde un peu différemment puisque j'ai été ouvrier dans une usine pendant 2 ans. J'ai vendu des dictionnaires en porte-à-porte pendant 2 ans à Montpellier. Et je suis parti au Moyen-Orient sur les recommandations de mon frère Philippe qui m'avait trouvé une place au Yémen du Nord chez Renault. Pour me ramener en fait dans le giron peut-être, je ne sais pas, mais en tous les cas c'est là où j'ai appris que le monde n'était pas comme je l'imaginais. Quand je suis arrivé au Yémen, il y avait quelque chose comme 500 voitures, il y avait le ramadan, et tout était arrêté jusqu'à ce que la mosquée donne l'ordre de manger. Et on est arrivé à Bab el-Yémen, sur la place de Sanaa. Là, on ne croyait pas ce qu'on voyait, tellement c'était extraordinaire de voir, c'était en 1977. Et j'ai réintégré les Monts-Jura comme ça. Voilà, par le biais
du Yémen, de Renault. Et quand je suis rentré à Montjura, On y reviendra. après 2 ans et demi, voilà. Jérôme, vous êtes le dernier, le plus jeune des enfants Régnier. Oui, je suis le plus jeune de 8 ans par rapport à Marie-Aline. Donc moi je suis rentré au Mont-Jura après avoir fait des études. J'ai fait un IEP puis une école de commerce et en stage dans l'école de commerce j'ai eu la chance de pouvoir m'occuper de problèmes de diffusion de bière et de savoir si ça valait le coup de faire des promotions de bière ou pas, avec des petites promos et puis de faire des calculs avec des gros ordinateurs à ma disposition. Et j'en ai reçu le fait, c'est que si on modélisait bien les choses, on pouvait prendre des décisions. Quand je suis arrivé à Montjura, pendant 2 ans, j'ai observé, j'ai appris, puis après, John Lançon avait déjà lancé un projet qui s'appelait Index, qui constituait à bien organiser les mouvements d'autocar, qui est une science assez complexe. Et j'ai repris le relais derrière, et j'ai organisé, j'ai fait des calculs, j'ai mis en place des systèmes pour faire des calculs. Monsieur Giraud, à côté de moi, s'occupait d'alimenter le système pour savoir combien coûtaient les véhicules, combien ça coûtait de pas les faire tourner, et combien ça coûtait de les faire tourner, combien ça coûtait de les réparer. Et là, on a pu faire les premiers, des bonnes décisions économiques. Il paraît évident aujourd'hui de savoir à quel moment il fallait vendre les véhicules, à quel moment il fallait prendre plutôt tel type de véhicule. Et de fil en aiguille, on a fait des systèmes d'information qu'on a revendus même à la SNCF. Effectivement, comme chauffeur. Vous êtes entré quand au Mont-Jura et comment? Donc je suis rentré au Mont-Jura en 1990, en ayant passé 18 ans dans une autre société. Lorsque je suis rentré à Mont-Jura, je suis rentré par la petite porte. Un jour, j'avais rendez-vous avec Monsieur Lançon, mais je devais rentrer incognito au Mont-Jura. Et pourquoi? Mais parce que je venais d'une société concurrente. Et donc, mais je n'ai pas été démarché par Mont-Jura. Vous voyez que je peux citer la société? Oui. Donc, c'est avec la très bonne société de Villers. Donc, lorsque je me présente, on me dit non, il n'y a pas vous n'êtes pas inscrit pour être accueilli par Monsieur Nico, qui était le DRH de l'époque. Donc j'ai dit, bah si, Monsieur Lançon, il est au courant. Donc Monsieur Lançon, enfin John, qu'on appelait familièrement, tire de là, ça a été la porte ouverte, il m'a expliqué comment je devais rentrer à Montjura. Et après, je suis passé par le bureau de de Philippe, parce qu'il ne faut pas que je l'appelle monsieur. Donc, en m'expliquant que du fait que je venais d'une société familiale, que là, on rentrait dans une société où il y avait des responsables à différents paliers, donc il fallait avant d'accéder directement à Philippe, il fallait passer par les directeurs qu'il y avait. Christian Giroud. Donc, on a vu que votre papa, Christian, triporteur, correspondant, déclarant en douane. Déclarant en douane. Oui, voilà, c'était une Alors, vous êtes entré au Mont-Jura quand? Alors, novembre 80, aux ateliers, à la maintenance. Au départ, j'avais postulé pour être mécanicien. J'ai pas été pris comme mécanicien, mais peu de temps après, il y a eu besoin de quelqu'un au niveau du magasin, du bureau, qu'on appelait au bureau. Il se trouvait que j'avais fait de la gestion de magasin, donc j'ai été embauché à ce moment-là par Monsieur Jean. La première consigne qu'il m'avait donnée à l'époque, et la seule, je pense, que j'ai toujours respectée, ne jamais tomber en panne de gasoil. C'était dit d'une façon où il fallait que ça rentre, et puis voilà, c'est rentré. Vous allez nous expliquer quand même oui, comment vous êtes entré chez votre père? J'ai pas l'impression d'être entré parce que j'y ai toujours été. Alors pourquoi? Parce que on habitait dans une maison qui était contiguë au garage et depuis tout gamin avec Sylvain. On a commencé par faire du vélo dans le garage et ensuite faire de la mobilette et ensuite trouver un triporteur, pas celui de Monsieur Giraud père, et on conduisait. Et on passait derrière l'écart, on demandait au chauffeur de pas se mettre contre le mur parce qu'on passait derrière l'écart et ça nous permettait de faire un circuit un peu plus grand. Donc j'ai pas eu l'impression d'y rentrer un jour.
Sinon, il aurait fallu que j'ai une vocation extraordinaire pour être curé ou chirurgien, pour ne pas rentrer dans l'entreprise. Parce que j'étais la troisième génération, le fils aîné de la troisième génération. Comme je vous le disais, j'ai inauguré la foire exposition avec mon grand-père à l'âge de 6-7 ans. Donc je suis tombé dedans quand j'étais petit. Hein. Et j'ai fait des études, bien poussées par ma mère, parce que mon père avait pas trop d'exigences sur les études, mais par contre ma mère en avait beaucoup. Donc j'ai fait des études après mon bac, une préparation, 1 année, 2 années de préparation d'école de commerce, une bonne école de commerce à Strasbourg. Et l'affaire allait pas bien à cette époque-là. Je téléphonais régulièrement à mon père, qui me disait trouve un job ailleurs parce que je sais pas si l'entreprise tiendra jusqu'à ce que tu arrives. Et donc je suis rentré en 71 au mois de le 6 juin. J'avais fini l'école de commerce le 5, le 6 j'étais dans la boîte. Et j'ai simplement dit à mon père, j'ai besoin de faire une césure entre l'école et puis vraiment rentrer. Donc, autorise-moi à partir en voyage pendant 2 ou 3 mois au partir du mois de septembre. Donc, j'ai fait juin-septembre, et puis je suis parti faire un voyage en Afghanistan de chevaux avec avec 2 copains depuis Besançon, un grand tour qui m'a laissé un souvenir mémorable parce qu'on a traversé tous les pays qui sont aujourd'hui effrayants. En rentrant au mois de janvier, enfin décembre 71, janvier 72, j'étais au boulot. Mais j'avais des craintes. Objectivement, j'avais des craintes parce que l'entreprise marchait pas bien, mon père était pas très facile, donc je me disais bon, je fais un test. Si ça va pas, dans 6 mois je pars, je trouverai un job chez quelqu'un d'autre. J'étais intéressé par la publicité, j'étais intéressé par le pétrole à l'époque, qui était vraiment quelque chose qu'on venait nous chercher à l'école de commerce pour rentrer chez Total ou pour rentrer chez Elf. Une fois que je suis tombé dans l'entreprise, on m'a donné une responsabilité qui était la responsabilité du service déménagement. J'ai rapidement pris conscience de ce qu'il fallait faire, de comment ça marchait. Mais moi qui avais fait des études supérieures, je me suis retrouvé dans la cour à 6 heures du matin à faire partir les camions avec les déménageurs, qui étaient parfois sûrement la plupart des anciens légionnaires pour certains, qui étaient tatoués. Aujourd'hui, le tatouage, tout le monde en a, mais à cette époque-là, c'était pas très courant. Donc là, j'ai été vraiment confronté à la dure réalité de la direction des hommes et ces hommes-là. Alors très rapidement, j'ai eu une bonne connivence avec mon père. Alors juste pour expliquer que tout à l'heure, vous avez dit mon père, c'était l'homme de l'opérationnel, parce qu'il faut comprendre. Et là, je voudrais bien que ça soit bien dans la tête des gens, que Jean, fils d'Henri, était le numéro 2 dans la boîte. C'était l'opérationnel qui s'entendait merveilleusement avec son père. Ils n'avaient même pas besoin parfois de se téléphoner pour savoir les décisions à prendre, parce qu'ils étaient en communauté de pensée sur le système. Et mon père me disait toujours, c'est très facile de travailler avec Henri. Et Henri disait, quand on me pose une question, je dis, demandez à Jean. Voilà, c'était comme ça que le système marchait. Et moi, quand je suis rentré dans l'entreprise, j'ai très rapidement senti que mon père essayait de faire un transfert identique, et ça marchait. Et ça marchait. Quand on a été dans des bureaux qui étaient contigus, et John Lançon qui est là m'a vu travailler avec mon père, on se comprenait du regard. Hein, donc, et quand j'allais lui expliquer des choses, c'est pareil, il avait une sensibilité. Il me disait, si tu penses que c'est bien, fais-le. Fais-le. Et jamais il nous a freinés, et on en reviendra tout à l'heure sur le rôle de mon père là-dessus. Vous m'avez dit, on a eu une éducation bourgeoise, mais pas que, parce que notre mère ne représentait pas cet aspect-là, et notre mère nous a beaucoup ouvert aux arts, à la poésie, etc. J'aimerais que vous expliquiez un peu, peut-être Marie-Aline en premier. Oui, c'était un contraste assez fort entre mon père, qui était l'homme de la rigueur, et ma mère, qui était un peu l'inverse, et qui avait avant tout... alors, elle est originaire de Pontarlier, maman, hein, mais a vécu à Lyon et a vécu à un moment où elle était sensibilisée pour la guerre d'Espagne. Elle nous a élevés avec cette grande liberté d'esprit. Alors, elle choquait beaucoup certains des amis de papa parce qu'elle lisait l'Express et qu'à l'époque, lire l'Express, c'était vraiment pas bien. Je crois qu'elle était suivie par notre père, qui, chaque fois que nous avions un projet, que ce soit personnel ou pour l'entreprise, a toujours été d'une oreille
très, très attentive et nous a laissé la liberté de faire ce que l'on avait envie de faire. Quand Sylvain a dit « je veux faire du cinéma », il me dit « mon vieux, passe un diplôme et va faire du cinéma ». Je veux dire qu'il n'a jamais mis des contraintes, il nous a jamais rien obligé dans un sens traditionnel. Philippe, vous m'aviez dit également que vous l'appeliez Mia, hein, je crois, votre maman. Hein, oui. Que Mia avait soutenu les républicains espagnols avant la Seconde Guerre mondiale. Pas moi qui vous ai dit ça, mais c'est vrai que ça tranchait un peu avec mon père, parce que, je dirais entre guillemets, elle était un peu Simone de Beauvoir. Elle était dans cet esprit-là, suffragette, Simone de Beauvoir. Alors sans être d'une gauche extrême, bien évidemment, mais elle était une ouverture d'esprit qui faisait que ça apportait un plus à la maison. Je me rappelle de déjeuner où ça cartonnait quand même de temps en temps entre Marie-Aline, assez anticléricale, mon père qui allait à la messe tous les dimanches, et ma mère qui était entre les deux, qui savait pas quoi faire. Il y a eu des bons moments. Je me rappelle en 68, mais de faire sortir de table, parce que j'étais arrivé avec une chemise rouge. Alors, c'est vrai que c'était pas très astucieux, mais enfin, j'étais arrivé, j'avais mis ça, et puis j'arrive à table avec une chemise rouge, et mon père me dit, qu'est-ce que c'est que ça? T'es en rouge? Allez, sors! Donc, évidemment, je suis sorti de table, je suis allé en mettre une autre. Mais vous voyez, il y avait un peu ce conflit. C'est ça qui était intéressant au niveau familial, entre ma mère qui était ouverte, pas dire que c'était une gauchiste, loin s'en faut, mais qui était très ouverte à tout, et mon père qui était beaucoup plus dans la rigueur, dans le système. On discute pas les ordres, on y va comme ça, quoi. Sylvain, est-ce que vous estimez pas que vous êtes le digne héritier justement de Mia, avec vos études cinématographiques, votre connaissance de la poésie? Je crois qu'on a oublié de dire un mot de notre grand-mère maternelle, qui était une poétesse, qui écrivait dans le journal de Mickey, et qui avait toujours un poème à la bouche, et qui, en fait, était une femme remarquable par sa générosité de cœur. Et moi, j'ai beaucoup hérité d'elle, comme j'ai beaucoup hérité de ma mère, mais je reconnais que mon père était très fort parce que il n'empêchait jamais un projet d'aboutir. Il disait, tu veux faire ça? Fais-le. C'est tes risques. Prends tes risques. Et c'était la grande force de Jean Régnier, c'était de ne jamais s'opposer à qui ou à quoi que ce soit qui était légitime. Monsieur Ottegno venait acheter son poisson chez mon ex-belle-mère, qui était place du Marché, la poissonnerie. Et à ce moment-là, j'étais encore à la CTB, anciennement à la CTB. Il me dit, chez nous, on cherche des conducteurs à Montjura. Et puis, je lui dis, je suis à la CTB, puis déjà, j'avais envie de voyager un peu. Et à ce moment-là, je suis parti de la CTB et alors je suis rentré à Montjura. Mais j'ai une anecdote par rapport à monsieur Jean Régnier, que je salue encore. Quand je suis rentré à Montjura, au bout de 6 mois, je faisais encore des services scolaires. Et puis Régnier, vous vous rappelez de Régnier, le conducteur Régnier? Un jour, il devait partir en Angleterre et il n'est pas venu. Jussy, voilà, monsieur Jussy me dit, Jussy, oui. Il dit, Monsieur Lepin, je voudrais vous dire, est-ce que vous pouvez faire un voyage en Angleterre? Bon, je lui dis, je suis jamais parti à part la Suisse, un peu l'Italie, l'Angleterre, je connais pas. Eh ben, vous partez demain avec le collège Camus. Alors surtout, il m'avait dit, n'oubliez pas que vous roulez à gauche. Et puis, à ce moment-là, je répétais dans ma tête, t'oublies pas, tu dois rouler à gauche. J'étais avec Gabi Petit, on était parti avec le collège Camus, et arrivé en Angleterre, la facilité, tout de suite, je pars à gauche. Alors, j'avais dit au professeur, je n'ai jamais été en Angleterre, je connais pas du tout. Vous m'indiquerez. Au bout de quelques kilomètres, il me dit, tu es jamais allé en Angleterre? Non, j'ai dit non, jamais. Non, le pays anglophone, jamais je l'ai fait. Et en rentrant, il a fait un courrier à monsieur Jean Régnier, me disant que j'étais un très bon conducteur de tourisme et qu'il fallait me laisser dans la voie du tourisme. Et monsieur Jean Régnier est venu me chercher, m'a appelé dans son bureau et il m'a montré le courrier. Il m'a félicité. Ça me toujours resté ça. Aux ateliers, par exemple, quand il arrivait le matin, l'hiver, monsieur Jean, première chose qu'il faisait, on avait un gros chauffage Vanson. Les anciens savent ce que c'est. Il arrivait, tac, il coupait.
Et puis après, bon, il contrôlait toutes les factures de pesées tachées, et là, il fallait impérativement, pour chaque achat à l'époque, montrer le double de la commande, enfin le devis qu'on avait demandé, la pelure de l'époque, on tapait ça à la machine à écrire, parce qu'on n'avait pas trop le droit de téléphoner, c'était plus cher de téléphoner que d'écrire à l'époque. Et si on n'avait pas fait la procédure avant, il n'était pas très content. Hein. J'ai été très très rigoureux sur l'achat des pièces détachées. Oui. J'ai deux souvenirs par rapport à votre papa, dont une, Jean-Philippe, qui est là-bas, le mécano actuellement. Et je me souviens, un coup, je traînais dans les ateliers et j'ai entendu votre papa dire à Jean-Philippe, « Monsieur Jussy, il y a ma voiture, il y a un petit bruit. » Il avait avec un moteur Maserati, une Citroën avec le moteur XM. Hein. Et Jean-Philippe, se retourne vers moi et puis il me fait, je commence à en avoir, il me dit, je commence à en avoir marre de démonter son moteur et de le remonter. Il avait toujours un petit bruit là-dessus. C'est vrai, Jean-Philippe? Une petite anecdote qui m'est arrivée quand j'étais à l'autogare. Il y avait des voitures qui stationnaient devant les bus et les bus ne pouvaient pas sortir. Alors un jour, donc une voiture qui stationne juste devant le bus de la ligne Besançon-Vesoul. Alors Monsieur Jean m'avait dit, écoutez, c'est simple, vous prenez un papier et vous le collez sur le pare-brise. Bon, moi, une voiture, le car devait partir et impossible, il y avait une voiture devant. Donc je prends une feuille 21-27, je mets de la colle, je mets sur le pare-brise. Bon, quelques heures après, vers 14 heures, Christian est là pour le dire, Monsieur Jean me téléphone à l'autogare, il me dit, dites, Huguet, je vous ai dit de mettre un point de colle sur le pare-brise, mais pas le pare-brise entière. Maintenant, les essuie-glaces, le pare-brise, tout est fichu avec la colle. Bien, à l'extrême gauche, Sylvain Régnier, son frère Jérôme, Philippe et Marie-Aline qui est présente aujourd'hui, et ils sont tous présents aujourd'hui. On continue. Là, Marie-Aline, vous n'êtes plus sur la photo, mais vous remarquez naturellement les frères et Jean qui est à la droite, là. Et entre Philippe et Jean, c'est Jean-Michel, le président de la Chambre de commerce. C'est moi qui étais membre de la Chambre de commerce et c'est moi qui n'y suis pas. Ah. Voilà, alors on a cet article qui paraît dans les Échos de 1985, avec beaucoup d'humour. En plus, la jeune génération prend le volant au Mont-Jura. Donc là, on a tenu quand même à mettre 2 photos de médaillés du travail. On reconnaît naturellement Philippe Régnier avec ses belles moustaches au milieu. La maison de la famille Régnier-Jean. Elle est là, la maison. Elle n'existe plus naturellement à l'heure actuelle. On revient devant. Donc vous voyez le supermarché Casino en cours de construction. Vous repérez la rue Chopard, la rue de l'Église qui commence. Et là devant, vous avez le fameux immeuble. C'est l'immeuble qui existe toujours, qui avait été construit pour loger un certain nombre d'employés des Monts-Jura. Et cet immeuble a été vendu depuis, naturellement. Il y a des gens qui ont racheté des appartements. Et c'est là, naturellement, qu'il y a les commerces que vous connaissez, pâtissier Grand Bonnet, kebab, etc. À gauche, encore, de l'immeuble des Monts-Jura, ce que vous avez au coin de la rue Chopard, eh bien, c'est ce qui reste de l'hôtel de la Cloche, et puis quelque chose qu'on n'a pas pu identifier. Donc, tout ce qui est là, voilà, tout ce qui est là a disparu. Et désormais, vous avez donc le parking du Casino que vous connaissez à l'heure actuelle. Donc, opération financière, vous vendez au bon moment, vous vous installez rue Berthelot, vous développez un certain nombre de services comme celui-ci, le service VIP, le service développé effectivement par Jérôme Ordicard. Philippe, vous pouvez peut-être commenter la stratégie qui a été choisie de développer deux holdings, mais assez rapidement. Et puis il y a donc la branche autocar avec en dessous Mont-Jura Voyage, Urbest c'était les transports urbains, MJ21 c'était ce qui était installé en Côte d'Or, Car Jura Sud c'était une société qu'on avait dans le nord, dans le Jura, du côté de Saint-Claude-Oyonnax. CVA c'était les voitures dont on a vu tout à l'heure, Mont-Jura Tour c'était
comme une agence de voyage, mais qui faisait du réceptif et Celsius, qui était la branche informatique. Et il y a en dessous, il y a de l'autre côté Transport de fonds Montjura que j'ai créé en 1974, et puis une filiale de cette branche-là qui s'appelle Montjura Service Bancaire, qui était les traitements de chèques. Moi, je m'occupais donc de cette partie-là, avec Marie-Aline qui s'occupait du tourisme, et Jérôme qui s'occupait de l'informatique. Sylvain, de son côté, je lui ai laissé expliquer l'autre branche. Il y avait la branche, quand je suis arrivé, moi je suis arrivé par une toute petite porte, et puis j'ai réussi à avoir un très beau contrat avec Daimler-Benz, parce que nous avons installé les nouveaux systèmes de transport de pièces détachées Mercedes. Et c'est de là où j'ai pu commencer toute ma vie professionnelle. Nous avions créé le 2-8 alterné, c'est-à-dire que les véhicules roulaient 18 heures par jour et les chauffeurs conduisaient 34 heures par semaine. Avec un système de remorque où tout était échangé, donc les gens ne touchaient plus à la marchandise. Et donc, j'ai pu développer MJ Marchandises, qui est après devenu MJ Buy. Et donc, j'ai créé après Air Finance, qui détenait MJ Buy, qui détenait MJ Service, qui détenait Cocotier Location. En tout cas, vous pouvez le voir, les études de cinéma, ça peut conduire à beaucoup de choses, n'est-ce pas? On continue. Ça conduit surtout à l'ouverture des esprits, parce que j'ai jamais été formaté. C'est-à-dire que j'arrivais les mains nues dans un système sans avoir aucune formation et aucun formatage. Ce qui veut dire que j'avais une vision des choses qui n'était pas édulcorée. Et c'est là où je rends hommage aussi à Jean Régnier. Je lui disais, on va faire ça. Il me dit, fais-le. Bof, il m'a jamais dit non. Comme il n'était pas formaté, je l'appelais le poil à gratter, parce que dans les réunions, il arrivait toujours avec des idées différentes, et qui parfois étaient complètement opposées à celles que des gens formatés comme moi je suis un canard domestique, lui c'était plutôt un canard sauvage, et donc c'était l'addition des deux qui faisait que ça marchait. Alors j'aimerais quand même qu'on donne maintenant la parole à la 4e génération. Alexandre, il faut nous rejoindre, parce qu'Alexandre, j'ai quand même quelques questions à vous poser. Alexandre, bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Est-ce que, je vais vous poser 2 questions en une, comme ça ira plus vite. Est-ce que vous considérez, je sais que vous avez détesté le mot, ainsi que toute la famille, mais c'est un mot que j'emploie volontairement, provocateur. Est-ce que vous vous considérez comme un héritier? Tout dépend comment on emploie le terme héritier. Je pense qu'on est avant tout dans la continuité de quelque chose, de la continuité d'une histoire, de certaines valeurs, d'une éthique de travail. Chaque génération a apporté une pierre à l'édifice, une pierre qui était propre à son temps. Aujourd'hui, c'est à nous d'apporter la nôtre. Donc, les choses ont souvent été en mouvement et elles doivent le rester, puisque c'est comme ça qu'on fait perdurer une société qui a plus de 100 ans aujourd'hui. Voilà. Je crois, Alexandre, vous êtes la fille de Marie-Aline. Je suis fille de Marie-Aline, je suis l'aînée des petits-enfants. J'étais seule petite fille pendant 8 ans, donc j'étais très élevée par mes grands-parents. J'ai couru rue des Chaprets, rue des Deux Princesses, dans le garage. J'ai fait mes premières expériences professionnelles au Montjura, aussi rue Proudhon. Et je suis montée dans les bus Montjura, comme tout le monde ici. Et vous ne travaillez pas dans la société? Non. Non. D'accord. Victor, second fils donc de Sylvain, Alexandre Victor. Alors moi j'ai plus connu les Montjura à travers mon père, et donc à travers les camions et le transport de marchandises quand j'étais petit, parce que j'ai quelques souvenirs d'écart, mais je crois que c'est la famille a quitté l'écart. 98, donc j'avais 10 ans, parce que je suis de 88. Donc c'est des souvenirs plutôt de quand j'étais enfant avec toi à l'autogare. Ouais. Et vous faites quoi maintenant, Victor? Je travaille dans le matériel médical. Voilà. On a quand même une question avant de donner la parole à monsieur. On a une question qui revient effectivement à la famille Régnier. Mais pourquoi vous avez vendu cette belle société en 98 à Cariane qui est devenue Keolis? Qui répond? Philippe? Je vais répondre parce que je suis l'instigateur de la vente. Alors, en effet, l'entreprise, en 1972, quand je suis rentré, marchait mal.
On l'a redressé, je dis on parce que c'est pas moi, c'est toute l'équipe ensemble qui l'a fait. Ça a été un travail laborieux et on est arrivé très rapidement à des bons résultats. Ça s'améliorait d'année en année, ça s'améliorait d'année en année. Il y a plusieurs choses qui m'ont fait proposer la vente. La première, c'est qu'on était devenu la 10e entreprise française de transport de voyageurs, mais cernée par des grands groupes. Et des grands groupes qui avaient des capitaux sans limite. Quand vous appelez aujourd'hui Keolis, vous appartenez à une filiale de la SNCF et une filiale de la Caisse d'épargne du Québec, vous avez de l'argent tant que vous en voulez. On s'est fait prendre des marchés par des filiales qui s'appellent Transdev, qui était une filiale de la Caisse des dépôts. Pour arriver à nous prendre ce marché-là, la filiale de la Caisse des dépôts a renégocié les emprunts de la ville. Vous voyez où on en était dans la bagarre tarifaire. C'est-à-dire que la Caisse des dépôts venait en appui en disant on va vous renégocier les prêts de la ville à condition que vous donniez le transport à X, Y ou Z, qui était une de leurs filiales. Donc ça, si vous voulez, je crois que quand on est chef d'entreprise, on doit être sensible aux signaux faibles. Ça, c'était des petits trucs qui sonnaient de temps en temps, LinkedIn, on se disait attention, est-ce qu'on va, nous, pouvoir être aussi gros pour pouvoir lutter? À coup sûr, non. Donc ça a été la première sensibilité, et je regarde John Lançon parce que ensemble, on avait vraiment, à plusieurs reprises, senti ces choses-là. La deuxième chose, c'est que à nous 4 enfants de Jean, on a 12 enfants. Et nous avons eu une chance formidable, c'est que notre père a pu racheter une partie des actions et que nous, 4, nous avons ensemble acheté toutes les actions qui étaient disponibles, soit d'un de mes oncles, soit qui étaient sur le marché. Donc on n'a pas cessé, objectivement, pendant au moins 20 ans, de racheter toutes les actions qui bougeaient. Et on se les partageait à 4. On divisait par 4, on était tous les 4 autour de la table, on disait il y a 150 actions à vendre, on divise par 4, ça ne peut pas se diviser par 4, ben, il y en a un qui en avait une de plus, etc. Donc on a toujours eu cette entente-là, qui était une entente dans le but de quoi? De construire. Mais on s'est dit que nos petits-enfants, nos enfants, à nous, les 12, sur les 12 à part ma fille qui faisait des études de médecine pour devenir dentiste, les 11 autres étaient brillants dans les études. Et ils ont tous fait ou école de commerce, ou il y en a qui ont fait une fille qui a fait Normal Sup, une fille qui a fait des études de mathématiques très élevées. Donc on s'est dit, un jour ils vont rentrer ils vont demander à rentrer. Et comment on peut rentrer dans l'entreprise? Alors là, c'était compliqué. Est-ce qu'il faut faire un comité de... Bon. Et on sentait qu'on était acculés. Il fallait faire quelque chose. Et il ne fallait pas le faire trop tard non plus. Donc c'est pour ça que l'objectif que l'on s'était fixé, c'est de se dire chacun dirige sa branche. Sylvain dirige une branche, Jérôme dirige une branche, Marie-Aline s'occupe d'une autre branche, moi j'ai une truc. Si on vend la branche la plus importante, qui est les autocars, et que nous nous remettions, chacun d'entre nous, ce que j'appelle en première génération, c'est-à-dire qu'on rachète la branche et on en possède 95 ou 100%, et avec ça, ben, on se redéploie, on peut faire rentrer nos enfants s'ils veulent, mais on ne sera pas obligé de demander à nos frères et sœurs s'ils sont d'accord ou pas. C'était audacieux comme système, c'était assez compliqué, ça a été laborieux à mettre en place, mais on y est arrivé. Et surtout, alors c'est encore une fois, il faut saluer les chapeaux bas pour mon père, parce que quand je suis allé le voir pour lui dire « Écoute papa, je pense qu'il faut qu'on vende la branche autocar », là il a pris quand même un coup au moral, hein, c'était en 98, il avait 78 ans, non 88 ans par contre, oui. Et encore une fois, si vous voulez, son ouverture d'esprit et sa très large intelligence de l'avenir, il nous a dit, si vous pensez, tous les 4, que c'est ça qu'il faut faire, faites-le.